Vous êtes très nombreux déjà derrière votre écran à attendre ce moment, à vouloir dialoguer avec Monsieur Deronay. Et donc nous avons quelques questions. Moi je vais être le modérateur, votre interface, l'interface entre vous et Joël Deronay. Les questions auront parfois une certaine redondance. C'est normal, elles arrivent comme elles arrivent. Et puis Pas de je vous problème. propose de démarrer très vite. Allons-y. Petite question de Yolep. Bonjour Joël, merci pour tout ce que vous faites. Pouvez-vous nous parler un peu de votre histoire avec la Cité de la Réussite? Alors, il se trouve que c'est une grande chance et à la fois un grand honneur, parce que je suis le seul, d'après ce que m'ont dit les organisateurs, à avoir été invité 20 ans de suite à chaque session. Alors, j'ai donc une longue histoire avec la Cité de la Réussite, et je trouve que c'est une invention, je veux carrément dire une invention extraordinaire, parce qu'elle permet à des milieux très différents, à des personnes très différentes, très diverses, de dialoguer, de participer, de s'ouvrir dans un esprit de tolérance, de respect de l'autre, d'écoute, et de permettre à un public lui aussi très varié, non seulement de poser des questions, des étudiants, mais aussi d'essayer d'aller plus loin ensemble. Et c'est ça qui nous a toujours frappé dans la Cité de la Réussite, c'est que les questions qui sont posées sont d'une grande intensité et d'une assez grande hauteur de vue. Et je crois que ça, c'est toutes les qualités de la Cité de la Réussite. Le thème cette année, tout réinventé. Lucas, justement, vous demande pourquoi ce thème? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, donc ce sont les organisateurs, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'en tant que scientifique, d'abord, c'est notre quête permanente. La quête des scientifiques, ce n'est pas de tout réinventer d'un coup, mais c'est de réinventer de manière évolutive. Et il y a deux façons de faire les choses. Soit tout réinventer, on décide qu'on repart à zéro, par exemple une révolution, on change tout, on repart sur des bases différentes. Et donc c'est un saut brutal, brusque, une rupture, pourrait-on dire, une disruption, pour parler un peu comme les agents de marketing. Et il y a aussi une autre façon de tout changer, c'est par une évolution permanente et une évolution constante, c'est-à-dire se réinventer soi-même en permanence, se remettre en question en permanence. Et je trouve que tous les thèmes qui sont liés à la Cité de la Réussite, autour de tout réinventer, réinventer l'écologie, réinventer l'économie, réinventer la science, réinventer la relation humaine, réinventer le futur, ben ça me plaît beaucoup, je trouve que c'est une idée absolument géniale. Et alors justement, Salomon qui vous pose la question comme elle vient, tout réinventé par le dialogue, n'est-ce pas utopique? Un peu, il n'y a pas que le dialogue. Pour faire participer, il n'y a pas que le dialogue, il y a le multilogue, le trilogue, le débat, l'agora, le forum. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui avec l'Internet et les réseaux sociaux, ou sociétaux, appelez-les comme vous voudrez, c'est que c'est plus un vers tous comme avant, c'est pas seulement tous vers un, mais c'est tous vers tous, TVT. Et donc le tous vers tous permet d'aller beaucoup plus loin ensemble. C'est plus du dialogue, c'est du multilogue, parce que les gens comparent ce que l'un autre a dit, disent qu'est-ce que tu en penses, et toi, et ceci et cela. Et je pense que cette forme de dialogue, appelons-la au multilogue si vous voulez, c'est un des moyens, pas le seul, de faire changer les choses et de les faire bouger. D'accord, donc pas forcément par seulement les conférences lors d'un Non, week-end. et ça s'appelle aussi la démocratie participative, et ce terme qui a été un peu galvaudé, beaucoup s'en ont utilisé, avec un peu vide. Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière la démocratie participative. Je propose de changer complètement de thème, parce qu'on y reviendra, c'est au fur et à mesure de vos questions. Édouard qui vous demande d'où est née votre passion pour le surf. Alors ma passion pour le surf, elle est née d'abord du ski. D'abord du ski et des conditions où j'allais passer mes vacances. Donc du ski parce que j'ai fait de l'entraînement de compétition et de la compétition de ski de l'âge de 14 ans à 21 ans, où je me suis pas mal esquinté, donc j'ai arrêté. Et des vacances à Biarritz, à la côte basque, où traditionnellement mes parents allaient. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelait du planqui, c'est-à-dire de la petite planche à plat ventre. Et j'ai vu en 1956 ou 57 un film qui s'appelait Hawaï, île de rêve, où j'ai vu des gens se tenir debout sur une planche dans des vagues absolument idéales. Et je me suis dit, bon, entre le ski et le petit planqui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et je me suis mis en quête de trouver une planche que finalement j'ai trouvée et j'ai commencé comme ça. Donc c'est une vraie passion et je continue à être, mais je veux dire, tellement passionné qu'on dit que c'est de l'addiction. Et moi, je revendique le fait d'être un addict du surf, ça ne me dérange pas du tout. Je suis complètement drogué au surf et c'est vrai, je pense à ça quand j'y suis. Et même les week-ends sur Internet, je vais regarder quelles sont les conditions. Avec maintenant, il y a des webcams partout. Et on peut, même en animation, hein, ce n'est pas des photos. Ah oui, on peut suivre, on peut vraiment... Vous avez ViewSurf ouais. Partout. Dans ViewSurf, vous voyez, bon, c'est 4 images secondes, c'est pas 24 images secondes, mais vous voyez quand même les conditions des vagues. Donc, quelquefois, je décide si je vais aller faire un week-end de surf ou un week-end de ski, si j'ai le temps.
Rémi, justement, qui pose. Alors, il est aussi surfeur. Je suis aussi surfeur. Surfez-vous encore? Donc, vous aviez La réponse oui, le week-end dernier, et le passeport local si me suit d'après. Et si oui, où? Alors si oui, pour ceux qui connaissent le surf, et il y en a sans doute qui regardent, donc c'est le sud-ouest. Mes plages favorites sont très connues dans le monde entier du surf. Ça s'appelle Parlementia ou Guétari. C'est en face de ma maison, Guétari. L'Aphithénia, qui est une droite, pour les surfeurs sauront ce que c'est, je fais le geste. C'est une droite qui déroule comme ça. Je surfe aussi à Sénitz, quand c'est marée haute. Je surfe à la Côte des Basques et au Cavalier, près de Bayonne. Voilà les plages favorites. Et j'ai surfé dans le monde entier. Ouais. Un peu partout, à Hawaï, en Californie. Vous avez des horaires particuliers, éventuellement, pour qu'ils vous rejoignent? Ah, ça dépend des marées et du vent. Ça, le surf, c'est très, très réglo. Ah, c'est tel type de marée pour tel type de plage, tel type de ce qu'on appelle le swell, c'est-à-dire la direction d'où vient la vague, et tel type de vent. Si le vent vient avec les vagues, c'est pas bon. Si le vent va contre les vagues, ça c'est parfait, parce que ça fait des tubes, et on adore ça. Donc ça dépend des conditions. Et on bouge beaucoup pour aller choisir les meilleures conditions. Et alors, il y a une anecdote autour de vous qui est sur Wikipédia. Vous auriez appris à Catherine Deneuve à surfer. Mais c'est pas conditionnel, c'est absolument vrai. C'est absolument authentique. Catherine était venue avec 2 personnes tourner un film à Biarritz. Et une de ces personnes faisait du body surfing, c'est-à-dire du surf sur le ventre comme ça. Il a dit, mais il faut qu'on aille à la Chambre d'Amour. Le nom est quand même extraordinaire pour donner une leçon de surf à Catherine Deneuve à la Chambre d'Amour. Ça ne s'invente pas. Donc elle est venue, et le type lui a dit, il y a de René, il a qu'à sa planche, il va vous faire un essai. Et effectivement, je l'ai fait essayer de surfer. Elle était très douée d'ailleurs. Je l'ai poussée sur les vagues, mais elle arrivait à se mettre debout. Elle surfe encore, vous pensez? Ah, ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas demandé. Étudiant en 2020, donc il est déjà en 2020, vous avez enseigné au MIT. Les universités américaines ont-elles vraiment de l'avance sur les françaises? Ah oui, beaucoup. Elles ont des avances, alors il faut essayer de rattraper un peu notre retard, elles ont des avances sur le plan de la méthodologie pédagogique, comment les matières sont enseignées. Par exemple, les mathématiques ou la physique sont enseignées de manière très pratique, pas seulement purement théorique. Par ailleurs, les cursus sont très liés entre eux, ils sont interdépendants. On peut aller d'une classe à l'autre, on peut suivre un professeur sur plusieurs classes à la fois. Donc il y a une espèce de formation pluridisciplinaire qui est tout à fait différente de notre formation à nous, surtout au MIT, très linéaire, discipline par discipline. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, d'abord méthodologique. Ensuite, sur le plan technique, le MIT et le Dartmouth College, qui n'est pas très loin, ont été parmi les premiers au monde à utiliser l'ordinateur pour tous en réseau, en time-sharing à l'époque. Maintenant, c'est évidemment Internet. Et ceux qui vont encore plus loin que le MIT dans cette optique, et ceux qui m'écoutent ou me regardent peuvent aller sur Google pendant que je parle, chercher Dartmouth College, D-A-R-T-M-O-U-T-H, Dartmouth College, qui est à côté du MIT, où eux, ils ont carrément inventé le campus virtuel, où on peut assister à ces cours l'été, quand il fait beau, bien sûr, sur le campus, assis par terre sur la pelouse. Et on a non seulement le prof qui parle, on peut lui poser des questions, mais on est en réseau, genre Facebook, avec des tas d'autres étudiants pour partager avec eux les réponses ou poser d'autres questions. Donc c'est vraiment le campus décentralisé, et ça va très très loin. Il y a aussi ce qu'ils appellent un peu le Learning Center, où on peut aller apprendre quelque chose à son heure à soi, en plein milieu de la nuit, tout est ouvert. Hein. Alors, on peut aller à 3 h du matin à la library, et c'est ouvert. Et donc, le Learning Center, c'est un endroit qui vous permet d'accéder à Internet, d'accéder à des DVD avec une carte qui permet de savoir à quelle heure vous êtes venu, quand, comment, dans quelles conditions. Donc, tout ça, c'est très avancé, on pourrait s'en inspirer. Est-ce que vous pensez que les choses, justement, évoluent en France, oui. Et évoluent dans le bon sens? Oui, elles évoluent beaucoup. D'abord parce que, évidemment, les autorités de tutelle de l'éducation s'y intéressent et surveillent de près ce qui se passe, mais surtout les professeurs. Moi, je suis très intéressé par l'approche pédagogique et technologique des profs. Au début, quand il y a eu les premiers ordis dans les classes, c'était les profs qui les avaient mis au service des élèves et de la classe. Après, évidemment, ça s'est généralisé parce que l'État a acheté des ordinateurs pour les écoles, mais ce sont les professeurs et aussi les jeunes qui ont formé les professeurs. Parce que c'est très intéressant que dans cette génération de l'Internet, c'est complètement différent de la génération des ingénieurs classiques où il fallait attendre l'âge de 25 ans pour avoir acquis les diplômes et pouvoir expliquer ce qu'on faisait. Là, vous avez des gens de 12 ans qui sont capables de former des gens de 25. Et des gens de 25 sont capables de former des gens de 45. Donc c'est à l'envers. C'est une éducation qui n'est plus la personne de 45 forme un jeune prof de 25 qui forme des gens de 15 ans. C'est en train de s'inverser, et tant mieux parce que ça va tellement vite qu'il faut en tenir compte. John. Il n'y a pas de femmes? Il n'y a que des hommes là pour le moment. Ah, c'est peut-être. Je promets de choisir mieux. John qui dit: vous avez lancé la mode
entre guillemets, pardon, des citoyens reporters avec Agoravox. Oui, oui. Maintenant, avec les blogs et toutes les sources d'infos qu'on a, comment voyez-vous la suite? Complémentaire. Tout à fait complémentaire. Je pense que Twitter, par exemple, avec des petits messages très courts, tout à fait en temps réel, très axés sur le terrain, joue son rôle. Et il va le jouer de plus en plus parce qu'évidemment, Twitter va s'étendre. On ne va pas avoir 140 caractères. On va pouvoir envoyer des petites vidéos, on va pouvoir envoyer beaucoup de textes, mettre des pièces jointes, etc. Bon, un. Deuxièmement, il y a des blogs. On peut se référer à des blogs. C'est-à-dire, on a quelque chose qui arrive d'immédiat, sur Agoravox par exemple, mais tous les gens, pratiquement les 30 000 contributeurs, il y a 30 000 contributeurs sur Agoravox, peut-être vous si vous voulez, écrire des articles, ces contributeurs, ces 30 000 contributeurs, beaucoup d'entre eux ont leur propre blog, leur propre site, et donc d'écrire sur Agoravox, d'être commentés, renvoie vers leur blog et leur redonne du buzz et montre qu'ils sont crédibles et légitimes. Donc blog, plus journalisme citoyen, plus télévision de type Dailymotion ou YouTube, puisqu'on a agoravox.tv qui permet de relayer ce qu'on ne peut pas écrire en texte mais qu'on voit en image. Ça peut être repris sur les iPhones. On est en train de préparer une version Agoravox Lite. Donc si on couple tout ça, c'est un système global de communication qui se met en place, qui est d'ailleurs complémentaire des journaux. Très souvent, des grands patrons de journaux me disent « Mais Joël Dronet, votre ami Carlo Revelli, vous allez tuer la presse, Agoravox, le journalisme citoyen, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, on a des journalistes qui sont formés. » Je réponds « Mais tant mieux, et vous allez continuer. Il y a une complémentarité entre nous qui sont sur le terrain, qui font remonter des informations souvent émotionnelles, un petit peu originales et très différentes du politiquement correct ou de la pensée unique, mais je ne dis pas ça péjorativement, de la presse traditionnelle. On est complémentaires. C'est ce qu'ont compris des gens comme Business Week, New York Times aux États-Unis. Ils ont commencé par critiquer les blogueurs en leur disant que vous allez nous enlever notre métier. Et maintenant, ils intègrent les blogueurs à leurs journaux. Et un tiers de ces journaux, pratiquement, c'est les stats à peu près, est fait par des gens du terrain. Et la quête de performance, justement, à travers la nécessité d'être de plus en plus le blog en vue, le blog, la bonne réputation, finalement. Alors, effectivement, il y a une sorte de compétition. C'est sûr qu'elle continue. On a beau être en réseau, on a beau être dans une structure de pouvoir partagé, et on l'a souvent dit et écrit que le web est une structure de pouvoir répartie, d'accord? Il y a quand même des leaders et des leaderships et des individualités qui sortent, où chacun essaye d'avoir un meilleur blog que les autres ou un blog mieux informé et qui sortent. Néanmoins, on s'aperçoit que deux choses commencent à compter énormément sur le web 2.0 ou 3.0, c'est la notoriété et la compétence. Beaucoup de gens se rémunèrent, entre guillemets, par leur notoriété et leur compétence. Être connu, être reconnu comme quelqu'un qui est très bon dans tel ou tel sujet, être compétent dans tel sujet est très important pour les blogueurs. Donc je crois qu'il y a d'autres formes de récompense que la récompense purement matérielle, et heureusement qu'elle existe aussi, souvent pour beaucoup, financière. Il y a la récompense par la notoriété et la compétence. Et la reconnaissance par les gens de cette notoriété et de cette compétence. On parlait de reconnaissance et reconnaissance avec de l'argent également. Lily, une femme, a priori. Lily, quelle est l'économie d'Agoravox? La pub. Essentiellement, Agoravox est adossé à une entreprise qui s'appelle Cybion. CYBION.fr, pour ceux qui veulent aller googler, regarder. C'est une entreprise qui se spécialise dans ce qu'on appelle l'intelligence économique ou l'intelligence concurrentielle, c'est-à-dire une entreprise qui fait des études et des recherches pour savoir comment un tel se situe par rapport à un tel, qu'est-ce qu'on dit sur telle entreprise à l'étranger, etc. Dans tous les domaines, cosmétiques, pharmaceutiques, assurances, banques. Et adossé à Cybion, qui a donc une structure de plusieurs personnes et qui a un revenu, il y a un département qui s'appelle Agoravox qu'on va transformer progressivement en quelque chose d'indépendant. Donc pour le moment, Agoravox vit de sa publicité et vit de ses dons, puisqu'on a créé une fondation Agoravox, un peu comme Electronic Frontier Foundation ou Wikipédia. On a donc créé une fondation totalement indépendante où les gens, s'ils s'intéressent à, disons, l'esprit, la motivation et la charte d'Agoravox, peuvent donner de l'argent et nous aider à vivre. Puisque c'est pour eux qu'on le fait. Nous, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. On fait ça parce qu'on pense que chaque personne peut être un informateur pour d'autres. Question de Fred. Que pensez-vous de chatroulette et de 4chan? Le fait d'être anonyme ne rend-il pas les gens un peu bêtes? Si, d'abord chatroulette, j'aime pas trop. Ça, je le dis carrément. Désolé pour ceux qui l'utilisent beaucoup. Il y a des perversions du web. Il y a des déviations.
du web. Alors on peut en parler, ça va de Big Brother à la censure, de la censure à la désinformation, de trucs comme Chatroulette ou les réseaux que je ne nommerai pas qui sont dans la presse tout le temps en ce moment. Ça c'est la perversion du web. Et par ailleurs, je pense qu'en revanche, le bavardage, le chat, le forum, je crois, on sous-estime l'importance des forums. On sous-estime, on parle beaucoup des chats en direct, de ICQ, du SMS, du texto, très bien. Mais les forums, nous, on a développé avec un jeune informaticien un logiciel qui permet d'aller chercher sur les grands forums quels sont les sujets qui reviennent le plus et qui sont les plus commentés. Et vous savez qu'en France, il y a allez, je vais vous poser une question, tiens d'ailleurs. Quels sont les 3 plus importants forums? Sur quel sujet? Des millions de personnes par jour. Hein. Sur l'informatique, sur le sport peut-être? Non. Non. La santé, ouais. L'automobile, le tourisme. D'accord. Donc très, très grand public. La santé. Hein, je ne vais pas citer les noms, mais c'est la santé, la bagnole, les accessoires, les trucs machin, puisque les gens font les voyages. Donc, en gros, c'est ça. Ça a peut-être changé depuis que je vous dis ça, mais les stats sont ça. Si quelqu'un veut me poser autre question en disant que je me trompe, avec plaisir, dites-le moi. Eh bien, avec ces logiciels, ça permet d'aller sur les forums et on découvre une mine d'idées, de tendances que n'utilisent pas assez les gens du marketing. Voilà, petit conseil. Il y a de plus en plus pourtant de nouveaux outils de monitoring, qu'on appelle vraiment de l'écoute, de profiling, monitoring, cookies, évidemment de plus en plus, parfois d'ailleurs un peu trop indiscret à mon avis. Et qui sont utilisés peut-être avant tout pour du marketing. Avant tout pour du marketing. Sergio, de nombreux journalistes ont peur de Twitter, qu'en pensez-vous? Vous de Twitter. Et alors justement, pardon, Tatiana de Ronet. Oui, c'est ma fille. Tatiana DR. Oui. Que penses-tu vraiment de Twitter? C'est elle? Oui, c'était vraiment elle. Et elle nous a tweeté. Donc elle nous a Bonjour Tatiana. Que penses-tu vraiment de Twitter? C'est très drôle. Je viens de faire une démonstration de ton site iBook, là, qui est génial sur iTunes. Bon. Écoute, moi ce que je pense de Twitter, je ne suis pas. Comme tu sais, et d'autres savent, je ne peux pas être sur Facebook ni sur Twitter. J'ai 3 blogs, un site web, j'ai déjà beaucoup de choses que je mets à jour régulièrement. Donc Twitter, je pense que c'est une tendance assez géniale, mais qui est encore incomplète. Je pense qu'elle doit se perfectionner par d'autres choses que les 140 caractères. Je crois que l'anonymité, quelqu'un posait la question tout à l'heure, est en fait pervers pour beaucoup de commentaires. Et des commentaires qu'on reçoit sur Agoravox ou que les gens envoient sur Twitter sont assez pervers, au sens, pas du tout de la perversion immorale, mais je dis du fait que ça dévie le système vers une direction où les gens se sentent protégés et peuvent dire à peu près n'importe quoi, et même souvent dans les commentaires sur les journaux citoyens, être assez agressifs. Et ça, je trouve ça très dommage, et je pense que progressivement, grâce à une sorte de co-régulation citoyenne, est en train de se mettre en place une sorte de charte de bonne entente. Il y a eu la netiquette à un moment donné, et je pense que la netiquette va s'étendre au réseau ticket, je peux appeler ça comme ça, ou aux journaux étiquettes. Les gens doivent se respecter un peu plus les uns les autres. Et les trolls, par exemple, il y a des trolls extrêmement agressifs qui sont sur plusieurs noms à la fois et sur plusieurs adresses IP à la fois, dont le but est de désorganiser certaines entreprises ou certains organismes publics. Oui. Julio, vous avez parlé d'infoéthique pour protéger les hommes de la fuite de leurs données personnelles sur le net. Que pensez-vous de la montée des réseaux sociaux à ce sujet? Devrait-on faire des comités internationaux? Et alors, ça rejoint une autre question de Lalou. Lalou qui dit « Nadine Morano a parlé d'une police internationale du net suite aux rumeurs récentes sur le couple présidentiel. Qu'en pensez-vous » Non, alors, je réponds tout de suite à cette question, puis ensuite à l'autre sur l'éthique ou l'infoéthique, puisque je suis un de ceux qui a créé ce terme. Une police du net, alors évidemment, surtout pas, sauf les spécialistes de la gendarmerie nationale et du contre-espionnage, etc., qui sont hyper pros, je peux vous dire, pour rentrer dans les réseaux et trouver d'où viennent le danger, les terroristes, etc. Mais je pense qu'une véritable police du net, dans le sens de la netiquette et dans le sens de l'infoéthique, doit être faite par les gens eux-mêmes. Alors là, ça paraît un peu utopique ce que je vais dire. Je vais faire 2 gestes. Il y a la réglementation par le haut et la participation par le bas. En quelque sorte, le web 1.0 et le web 2.0. Évidemment, tous ceux qui veulent diriger et exercer le pouvoir rêvent, entre guillemets, de contrôler d'en haut. Ça ne marche pas. Sur le web, ça ne peut pas marcher. Il y a des gens indépendants, une diversité absolument hallucinante. Alors, d'autres gens, les utopistes, disent « Ah ben alors, ça va se réguler par le bas ». Les gens vont accepter entre eux des règles communes, ce que je disais pour la netiquette, et ça va se passer comme ça. Non plus. On a besoin des deux. On a besoin de règles, de guidelines, de garde-fous, édictées par les grands pays,
Et ensuite, dans un accord tacite, alors une sorte d'internationalisation de l'infoéthique, comme on l'a fait pour la bioéthique. Il y a des lois de bioéthique françaises qui ne sont pas les mêmes que les lois de la bioéthique anglaise. Donc il y a des lois de bioéthique et les députés et les sénateurs en tiennent compte, puisqu'il y a des lois qui ont été votées à la suite des propositions des comités de bioéthique. Et je suis de ceux, avec quelques autres, qui ont eu l'idée d'étendre la notion de bioéthique à l'infoéthique et à l'écoéthique. Pas faire n'importe quoi avec la planète, pas faire n'importe quoi avec l'information sur les gens. Donc le temps que se mette en place ce mix entre quelques grandes règles, non pas trop contraignantes, mais des règles d'incitation, et la participation des gens à ce que j'appelle une co-régulation citoyenne participative, il faut quand même des mots qui permettent de comprendre ce qu'on veut dire, les gens informés entre eux, comparant entre eux les informations, peuvent mettre des garde-fous, dire attention, danger, n'allons pas là, ou pas dénonçons, mais montrons que telle voie est mauvaise pour les enfants ou pour les entreprises. Voilà comment je vois les choses. Je suis très démocrate et républicain et je n'aime pas les directives, surtout sur un système aussi diversifié qu'Internet venant d'en haut. Je préfère que ce soit suscité dans une coopération entre le haut et le bas. Et alors il y a une question de Greenman qui donc, dit que vous parlez beaucoup d'écologie depuis 1974 ou 15, ou sans doute avant. Mais ça rejoint ce qu'on vient de se dire finalement, c'est comment jugez-vous l'échec du monde à se mettre d'accord sur ce point? L'échec de Copenhague. Oui, alors ça, c'est une grande question, je ne peux pas la traiter comme ça, mais l'échec vient du pouvoir. C'est-à-dire en fait que, alors que l'écologie est le système le plus intégré qu'on puisse imaginer au monde, un écosystème, comme son nom l'indique, c'est une structure qui contient des nœuds, des liens, et qui ne fonctionne que par l'interdépendance entre les nœuds et les liens. Or, nous, humains, dans une société, on est dans un écosystème sociétal. Nous sommes les nœuds du système, les êtres humains, leurs appareils, leurs outils, et les liens, ce sont nos communications, le vote et autres. Or, dans cet écosystème sociétal et écologique, il y en a qui veulent se retirer du réseau pour exercer un pouvoir personnel, soit institutionnel, soit politique, soit industriel, soit un lobby. Et quand les lobbies, les pouvoirs institutionnels, les pouvoirs politiques se mettent de la partie, ou même à la fois souvent idéologiques, alors à ce moment-là, ça fausse complètement le réseau d'interrelations et de coopération humaine. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe avec l'écologie, c'est qu'à l'intérieur d'un système qui devrait être le chacun pour tous plutôt que le chacun pour soi, qui devrait être une affaire d'éco-citoyens plutôt que d'égo-citoyens, il y en a des États, des partis, des entreprises, des lobbies, je ne vais pas les citer, on le sait, qui ont décidé de prendre ça en main eux-mêmes pour une cause, parce qu'ils pensent que la planète, elle est sacrée et que de toucher à la planète, c'est mauvais. Une vision religieuse, panthéiste. D'autres parce qu'ils pensent qu'ils vous vendent de la green tech. D'autres parce qu'ils pensent qu'il faut vendre du nucléaire. Plus on a peur et que ça crache du CO2, ben, il faut vendre du nucléaire, ça ne fait pas de CO2. Après, bon. Les pétroliers qui disent non, on en a encore, on va creuser, on va avoir des schistes bitumineux, donc continuez à bouffer du pétrole et du gaz. Donc ces énormes intérêts de pouvoir ont faussé complètement le système et c'est pourquoi, à mon avis, c'est aussi difficile de s'entendre. Alpha Plus, le meilleur des mondes n'est pas si loin, et on parle de plus en plus de Big Brother partout. Huxley et Orwell, avait-il raison finalement? Totalement. Je le dis alors sans hésiter, on est dans Big Brother. Internet, c'est aussi Big Brother. Heureusement, ce n'est pas que ça, sinon on aurait arrêté de travailler avec. Nous, les scientifiques, on travaille sans arrêt, de manière positive, avec Internet. Les familles échangent des mails et se voient entre eux à distance avec des webcams. Que sais-je? Je ne peux pas parler de tous les avantages médicaux pour repérer les gens qui ont des problèmes médicaux et qui l'envoient par Internet. Des avantages énormes, mais aussi, on est rentré dans l'ère de Big Brother. Il faut le savoir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je m'excuse, peut-être que je vais choquer certains et on va voir les questions qui vont arriver derrière. Tiens, il n'y a plus de lumière, mais je pense que ça marche encore. Oui, bon. Mais ça continue. Ok, donc je vais peut-être en choquer certains, je vais dire il y a beaucoup de naïfs sur Internet. Beaucoup de gens sont naïfs. Ils arrivent sur Internet, ils prennent un abonnement ADSL, ils mettent une webcam, ils vont sur Facebook, ils disent des tas de trucs, ils se prennent en photo, ils laissent leurs photos sur Facebook, ils communiquent, ils ne font pas attention qu'un email c'est comme une carte postale. Hein, vous avez une carte postale, on peut lire absolument tout ce qu'il y a dessus. Un email c'est pareil. Donc les gens sont naïfs. Et comme ils sont naïfs, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, qui peuvent être dangereux pour eux. Par exemple, les offices de recrutement peuvent regarder, disons, le Facebook de certains jeunes qui ont envoyé un CV, puis voir qu'ils ont fait des trucs idiots sur leur Facebook, et ça peut décevoir les directions de personnel des grandes entreprises. Donc, les gens sont naïfs. Ils ne savent pas se protéger. Beaucoup d'entre eux utilisent les protections par défaut. Ils n'ont pas de firewall, ou ils n'installent pas des systèmes antivirus. Et il n'y a pas que antivirus. Les bons systèmes antivirus, maintenant, protègent des hackers, des pirates. Il y a même des logiciels qui s'appellent spyware.
Des spyware, c'est des logiciels spécialisés qui détectent les gens qui essayent de faire j'allais pas lire en anglais, le monitoring de vos keyboards, mais enfin, qui essayent de faire le suivi des touches que vous frappez sur votre clavier pour voler votre mot de passe, votre numéro de carte de crédit. Donc, on peut se protéger. C'est comme pour la vie et les virus, sortez couverts, comme on dit, pour ne pas attraper le sida. Il faut se protéger. Et si on ne se protège pas dans cette jungle qui est Internet, qui est Big Brother et déjà ça, alors on risque d'avoir les pires ennuis pour une entreprise comme pour un particulier. Mais pour ça, le grand public doit être au courant. Il est au courant des dangers. Pas assez. Non. Mais maintenant, il faut qu'il soit formé également. Voilà. Alors la bonne question, merci Éloi, c'est qu'on commence, nous on s'efforce beaucoup à la Cité, moi dans mes bouquins, et sur les blogs et sur Agoravox, d'expliquer aux gens les risques qu'ils prennent en n'étant pas protégés sur Internet, leur disque dur eux-mêmes et autres. Mais ensuite, il faut les former, il faut expliquer. Alors on a à la Cité, je prends un exemple que je côtoie tous les jours, le carrefour numérique. Et au carrefour numérique de la Cité des Sciences, maintenant Univers Sciences, viennent des gens de tous âges, depuis des jeunes, des seniors, se former à l'utilisation d'Internet et aux outils de protection pour Internet. Donc, mais ce n'est pas encore assez. Il n'y a pas encore assez de formation pour expliquer aux gens comment se protéger contre tous les risques de cette jungle, de ces bandits de grand chemin qui sont sur Internet, de ces serpents venimeux et de ces oiseaux de mauvais augure. Vous faites des ennemis. Farid, le futurologue que vous êtes, est-il aussi pessimiste que la jeune génération française sur l'avenir? Alors, d'abord, je me permets de dire à Farid que je n'aime pas tellement les termes, mais ce n'est pas sa faute, pessimiste ou optimiste, parce qu'on se fait enfermer dans deux catégories. Si je fais une conférence et je dis aux gens, levez la main, tous ceux qui sont optimistes pour le futur, et tous ceux qui sont pessimistes, j'ai à peu près 50-50. Donc, ou pessimiste, ce n'est pas adapté à la situation du monde futur, à la complexité. Je préfère une attitude positive, constructive, pragmatique, ou dubitative, ou sceptique. Bon, ça c'est déjà plus nuancé que ou optimiste ou pessimiste. Alors moi je ne me classe pas dans la catégorie des pessimistes, je le suis parfois pour beaucoup de choses sur Internet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre je suis très positif sur la capacité des gens à s'en sortir et à être capable, à plusieurs, ensemble, de construire un avenir. Alors derrière la question de pessimiste, il y avait une autre qui était liée, rappelez-vous Farid. Sur la jeunesse d'aujourd'hui qui est pessimiste. Alors, selon lui. Effectivement, il a raison, peut-être qu'il m'a entendu dire ça, j'ai dit récemment dans une intervention publique, que les sondages qui ont été faits en Europe, je l'ai dit chez les blogueurs avant-hier matin, que les sondages qu'on a fait à la Cité des Sciences et qui ont été repris ou qu'on a utilisés dans le monde, dans toute l'Europe, les 22 pays, disons, ça a été fait dans 22 pays, montrent que parmi les jeunes, je dis 15 ans, 25 ans, de ces pays, les plus pessimistes sur l'avenir sont les Français. Quand même stupéfiant. Les plus pessimistes, c'est-à-dire ceux à qui on dit est-ce qu'Internet va être positif ou négatif? Négatif, ça va attirer que des ennuis. Est-ce que les cellules embryonnaires, c'est bon ou c'est mauvais? Mauvais. Le génie génétique, dangereux. Les OGM, à éliminer. Les nanotechnologies, épouvantables. Donc, quand on pose la même question, qui sont les plus positifs? Les Nordiques. Alors vous allez me dire, ils s'ennuient tellement qu'ils ont le temps de lire de la science, c'est pas vrai, tout ça, c'est faux. Mais les Danois sont à 72% positifs sur l'avenir et constructifs. Les Hollandais, les Suédois, les Norvégiens, les Allemands. Et de manière très étonnante pour nous, c'est qu'on pourrait dire les pays, ça se clive en deux, les pays protestants nordiques et pays du Nord, et les pays latins. Et dans les pays latins, ils sont plus pessimistes, ils voient les choses plus en noir. Et bien, des pays latins, c'est les Français beaucoup plus que les Portugais, les Italiens, ce qui est assez étonnant, les Espagnols, qui sont plus positifs que nous sur l'avenir. Portugais et Espagnols sont très positifs sur l'avenir, sur l'Europe et sur l'avenir. Bon, voilà. Donc pourquoi? Alors on peut discuter du pourquoi. On a une vision vous savez, en France, traditionnellement, après Descartes, et tout découpé en morceaux pour tout analyser, on a une attitude aussi qu'on se croit très intelligent. On est resté du siècle des Lumières, au XIXe siècle, au XVIIIe, au XIXe, un des peuples les plus intelligents du monde. On a petit à petit perdu cette qualité auto-assénée. Et on est des gens du « on ne me la fait pas, on ne nous la fait pas, on ne me la fera pas, j'y crois pas, je doute, on ne me la fait pas moi ». Et ce que disent les gens quand ils sont positifs, on dit c'est de l'optimisme naïf. Et ça, c'est une mauvaise attitude, parce qu'en étant, alors j'ai repris le terme d'optimiste, je m'en excuse après avoir dit que je ne le voulais pas, mais en étant positif sur l'avenir, on peut être positif à plusieurs, et comme disait ce grand philosophe Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge, tout ce qui élève l'esprit fait se rapprocher les gens. Et en même temps, les gens en se rapprochant s'élèvent. Donc tout ce qui monte converge, essayons de construire le futur ensemble plutôt que d'en avoir peur. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, à la Villette. Le futur ensemble, c'est Fred L. Bonjour, croyez-vous réellement qu'il peut y avoir une prise de conscience simultanée de l'ensemble des peuples ou des marchés
avec un point d'exclamation, ou une rupture totale suite à une prochaine crise plus grave que celle que nous vivons actuellement? Alors qu'on aille vers une crise plus grave que celle que nous vivons actuellement, j'en suis sûr. Je ne suis pas économiste, mais je travaille avec beaucoup d'économistes, je lis beaucoup l'économie, c'est un sujet qui me passionne, et je pense qu'on va vers des crises plus graves encore, parce que le système est un système de fuite en avant. Emprunt, investissement, dette, croissance, c'est formidable pour créer de la richesse et éventuellement la partager, mais c'est un système qui tourne de plus en plus vite sur lui-même, avec des dettes énormes des pays. 1 500 milliards d'euros de dette de la France. Calculer le service de la dette. Donc on est dans des systèmes qui vont vers des crises potentielles très graves, et c'est pourquoi des sujets comme tout réinventer de la Cité de la Réussite sont extrêmement intéressants. Peut-on réinventer une économie plus proche des gens et moins entre les mains de quelques-uns? Ce n'est pas moi qui le dis, ça a été dit absolument partout. Alors, la question est suivie ou précédée par la notion de rupture. Est-ce qu'on peut comprendre ensemble dans le monde le fait qu'on peut essayer de le changer parce qu'on en a analysé les enjeux et les crises, et ensemble essayer de le changer? Alors là, je vais être plus dubitatif, parce que compte tenu des cultures, de la diversité, des langues, des traditions religieuses, etc., c'est très difficile d'avoir des objectifs communs et des consensus. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les consensus soient nécessaires. Je crois à des actions diverses, allant dans le même sens, même sans consensus. Je suis très en faveur de la théorie d'Axelrod. Alors là aussi, googlez Robert Axelrod, A-X-E-L-R-O-D, qui a écrit ce livre magnifique, traduit en français, le seul de ses livres traduits en français, qui s'appelle « Comment réussir dans un monde d'égoïstes », où il parle de l'altruisme. Mais pas d'un altruisme naïf en disant « je vais être altruiste pour aider les gens parce que j'y crois ». Non, un altruisme intéressé. Et moi, je pense que c'est dans cet altruisme intéressé qu'ensemble, on pourra trouver des solutions aux graves crises qui nous guettent. Sandrine, c'est une question et en même temps une question qui peut déranger. Mais on y va. Tout réinventer. Est-ce que vous croyez qu'avec ce genre de débat, vous réinventerez la vie des enfants qui meurent de faim? Non, sûrement pas. On ne va pas réinventer la vie des enfants qui meurent de faim, mais on va essayer de réinventer les chemins qui conduisent à résoudre ce problème. C'est un peu comme le microcrédit de Mohamed Younous. Au début, personne n'y croyait. Et le microcrédit de Younous, et le prix Nobel qu'il a eu, ont montré qu'on pouvait aller vers des chemins qui permettaient aux gens, avec des tout petits emprunts, de donner du sens à leur vie. Donc tous ces enfants qui meurent de faim, et Dieu sait s'il y en a, et Copenhague aurait dû s'en occuper plus que du réchauffement dans un siècle de 1,5 degré ou de 2 degrés, ces jeunes qui meurent de faim dans le monde, on ne peut pas, par des colloques comme la Cité de la Réussite et tout réinventer, trouver la solution, mais on peut progressivement ensemble aller vers des voies qui permettraient de trouver des solutions. D'accord, donc c'est par l'échange vraiment que les Par l'échange et par la prise de conscience des industriels, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui viennent aux Cités de la Réussite et qui sont à la fois agressés dans le bon sens du terme par des jeunes qui leur posent des questions extrêmement précises, et ça les force à sortir un peu souvent de leur cocon, de leur bulle fermée, du monde feutré des bureaux. Clamart-toi, quels messages fondamentaux trouvez-vous intéressants de faire passer aux générations futures? Alors pour moi, il y a quatre messages très simples. C'est comprendre, vouloir, aimer, construire. Moi, c'est le message que j'essaie de faire passer. D'abord, comprendre. Essayez de vous intéresser à la complexité du monde qui vient. Beaucoup disent « oh, mais ça, je ne comprends pas, c'est de la physique. Ça, c'est de la chimie. Ça, c'est de la biologie, je ne veux pas. Ou ça, c'est de l'économie. » Non. Aujourd'hui, par l'approche systémique, ce qu'on apprend dans une discipline peut servir dans une autre. Donc, comprendre, ça veut dire prendre ensemble, comprendere. Et l'intelligence, c'est intelligere, c'est-à-dire lier ensemble. Comprendre, 1. 2, vouloir. Parce que si on comprend, on a envie d'aller là plutôt que là. Si on comprend le destin qu'on est en train de nous proposer, on peut donner du sens à sa vie en se disant « je préfère choisir ça que ça. On me propose ça, je ne veux pas, je vote contre. » Et puis aimer. C'est-à-dire que si on comprend, si on a du sens dans sa vie et une direction, on peut aimer, on a envie de le faire. On peut aimer l'avenir. Pour le moment, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, les jeunes n'aiment pas l'avenir parce qu'ils n'en ont pas envie, parce qu'ils en ont peur. Donc on dit le plus tard possible. Donc on s'engage dans le instant gratification, comme on dit aux États-Unis, la gratification instantanée, avec des tas de choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez aussi bien que moi. Donc, comprendre, vouloir, aimer, et si ces trois-là sont réunis, ensemble, essayons de construire quelque chose de mieux. Un monde meilleur, une famille meilleure, une petite entreprise meilleure, une écologie meilleure, un environnement, une ville, un quartier. Voilà, je pense que c'est ça le message qu'il faut, il se fait par étapes. C'est comme arrêter de fumer, ça ne se fait pas d'un coup.
Il faut que le message soit du coup porté également par les politiques, par l'éducation, j'imagine, par les parents. Bien sûr, bien sûr, par bien énormément sûr, de gens. bien sûr. Une question de jeu. Croyez-vous en quelque chose? J'entends par là les religions, évidemment. Alors, moi, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas, comme scientifique, je suis plutôt agnostique, mais je crois qu'il est important de penser que l'univers, dans sa totalité, a une sorte de sens. Je ne dis pas qu'on lui donne une direction, mais qu'il y a quelque chose de logique qui nous échappe encore. Et cette logique de l'univers, du monde, de la vie, des interactions, des papillons, des abeilles, des oiseaux, des fleurs, des requins, de l'écosystème, tout ce que vous voudrez, je vais reprendre la phrase d'un grand scientifique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Richard Dawkins, D-A-W-K-I-N-S, qui a écrit un livre qui s'appelle, qui a écrit Le gène égoïste, et il a inventé la notion des memes, les mèmes, les gènes sociaux, les genes, les gènes biologiques, et les memes, les gènes sociaux. Et il a écrit un livre qui s'appelle The God Delusion, la désillusion de Dieu, traduit en français d'ailleurs, qui a un succès fou aux États-Unis, qui est pourtant un pays très religieux. Et récemment, il disait à la télévision ce que je viens de dire. Si vous trouvez que l'écosystème, il y a quelque chose derrière, que l'harmonie de la nature est extraordinaire, que les ailes de papillons sont très belles, une aurore boréale, c'est fantastique. Et si vous appelez ça, if you call it God, I have no problem. Si vous l'appelez Dieu, moi je suis athée, mais ça ne me pose pas de problème. Donc voilà, si vous voulez, moi je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qu'on ne comprend pas. Si c'est une religiosité ou une déité qui naît, ce que je reproche, moi, c'est la pratique inquisitoire du rite religieux par rapport à ce qu'il apporte aux gens. Gabriel, vous êtes né à l'île Maurice. Est-ce que cela a eu une influence sur votre ouverture au monde? Sûrement. Il y a eu plusieurs influences. D'abord, je suis né à l'île Maurice, effectivement, et puis je dis en passant que je suis conseiller du Premier ministre de l'île Maurice pour le développement durable, et que j'essaye de faire de l'île Maurice une île... Maurice, l'île durable, c'est-à-dire qu'avec son soleil, et ceux qui ont été, il y en a, son vent, sa géothermie, c'est un ancien volcan, sa biomasse, la canne à sucre, on peut arriver à 65% d'autonomie énergétique. Bon, je ferme la parenthèse, j'adore ce pays, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Et donc ça a certainement ouvert sur ce côté tropical. Une île, c'est magique, c'est un truc perdu en plein milieu de l'océan, et pourtant, il y a une vie, des gens essayent de protéger leur économie, leur pays et leur île. J'ai aussi une mère russe, et donc ma mère m'a ouvert à tout un monde de la Russie, tout un monde des chants grégoriens, de l'orthodoxie, de la beauté des paysages, et un père mauricien, artiste. Donc ces trois éléments, le pays, l'île Maurice, la Russie et un père artiste ont sûrement eu beaucoup d'influence dans mon orientation. Et justement, j'avais une question concernant la saga de René. Voilà, Marcellus Wallace. Non, là on peut dire que... Comment peut-on expliquer la saga de René? Quelle famille quand même? Je ne sais pas, ça va de Arnaud de René, l'explorateur, malheureusement disparu en mer en 84, à Xavier de René et le groupe Justice, en passant par Tatiana de René et ses bouquins, Cécilia de René et son marketing, Alexis de René et son... Je sais pas pourquoi, Gaëtan de René le peintre. Je ne sais pas si c'est une saga, c'est simplement des gens qui ont envie de faire des choses pour donner du sens à leur vie. Il y a peut-être une ouverture qui s'est transmise également. Sûrement, et on a les enfants, les petits-enfants, les gens participent. Je crois qu'il y a une sorte de volonté de faire quelque chose, donner du sens à sa vie. En parlant de sens de la vie, donc on revient un tout petit peu au surf. Underka, comme notre secrétaire d'État, allez-vous devenir champion de France? J'imagine qu'il fait référence à Chantal Joanneau. À Chantal Joanneau, sur le karaté artistique. Oui. Allez-vous devenir champion de France de surf? J'ai été, cher ami. J'ai été le premier champion de France de surf de l'Europe, puisque la France a été le tout premier pays à lancer le surf en 1957. Donc j'étais champion de France en 1961. J'ai été à nouveau champion de France en 1986, en master, catégorie master, en longboard, parce que je fais du longboard et du shortboard. Et j'ai fait 3 fois les championnats du monde de surf, en Australie, à Porto Rico et en Pérou. Donc maintenant, j'ai laissé tomber un peu la compétition, sauf que je suis dans des jurys de compétition pour les jeunes, j'ai créé des compétitions, mais j'en fais pas, non pas parce que je ne veux pas être compétitif, au contraire, pour ceux qui ont surfé avec moi, ils savent que je suis assez compétitif, parfois un peu trop, mais je préfère profiter de l'écologie, du sport naturel, des vagues, des spots entre quelques copains, que d'aller me coller un maillot, un t-shirt, un numéro et de répondre à la trompe, à départ, arrivée. Voilà, je sais pas. Par contre, la compète de ski, ça, je continue un peu.
Encore Oui, maintenant? oui, oui. Bon, des compètes de vieux schnockards comme moi, mais des compètes quand il y a un séminaire ou un truc en montagne, souvent les débats, les forums se terminent par une compétition de ski, et ça, j'aime bien y aller. Underka, justement, qui poursuit sa question, Oui. toujours en faisant référence à Chantal Joanneau. Puis ministre? Non. La politique, ça nous a Non. jamais... Ça aussi, ça m'intéresse. J'en fais tout le temps, mais, Bah oui, mais pas institutionnellement, dans un cabinet, en tant que ministre. Non. Je pense que mon influence par mes livres, parce que j'écris, ce que je fais, ce que je dis, les conseils que je donne aux entreprises, pour moi, me donnent des résultats plus rapides et plus gratifiants que si j'étais enfermé dans le débat politique, dans un côté ou de l'autre. D'accord. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des idées politiques très affirmées et de pratiquer évidemment la politique de terrain. Hélène, qui nous parle de l'iPad. Avez-vous pu essayer l'iPad? Qu'en avez-vous pensé? Moi, j'y vois un véritable basculement, même si nous n'en sommes qu'aux prémices des développements. Alors, bon, je vais être positif quand même sur l'iPad. C'est effectivement un basculement dans la mesure où on a dans cette tablette à peu près tout ce que l'on voudrait avoir depuis un bouquin. Ce n'est pas encore de l'encre électronique, c'est de l'encre avec des écrans plasma ou LCD ou OLED, Organic Light Emitting Diode. Mais enfin, on a entre ses mains à peu près tout ce qu'on peut avoir pour accéder à l'univers de la connaissance et de l'information. En plus, on peut poser l'iPad sur un tréteau, donc ça devient l'écran d'un ordi, et on a un clavier devant, on a un vrai ordi. Et on peut le transporter. Moi, je ne sais pas. Pour le moment, je trouve que mon iPhone est plus important et plus intéressant que l'iPad, justement par le côté très transport. Il est dans ma poche, et je peux l'utiliser dans le métro, je peux écouter des bouquins, c'est-à-dire je peux faire tout ce que fera l'iPad, mais dans une forme plus pratique. Je crois beaucoup à l'informatique mobile que j'appelais il y a 7-8 ans le mobile net. Et le mobile net est en train d'exploser. Il y a 5,5 milliards de téléphones portables dans le monde, c'est-à-dire plus que d'ordinateurs et de téléviseurs réunis. Un tiers dans les pays du tiers-monde, un tiers. Donc c'est en train d'exploser. Et avec par satellite l'accès à l'Internet et l'Internet gratuit, alors là je fais une petite prédiction, hein, c'est mon métier, je vous dis que pendant les grands opérateurs ne vont pas tenir longtemps avec brimer Internet par Wi-Fi. Ils ne vont pas tenir longtemps. Hein. Aujourd'hui, ils veulent évidemment vendre leur abonnement, leur forfait, ils ont raison, mais ils ne vont pas tenir. Déjà dans les villes, vous voyez une étiquette, ici il y a la Wi-Fi. Dans les cafés, dans les restaurants, ici il y a la Wi-Fi. Dans des villes aux États-Unis ou en Angleterre, il y a la Wi-Fi partout. Donc quand la Wi-Fi sera partout et complètement interconnectée, alors à ce moment-là, on a un accès à Internet complètement différent d'aujourd'hui, qui est extrêmement restreint et très limité. Et donc, les smartphones, appelons-les en général, les smartphones vont jouer un rôle considérable avec ce que je prédisais depuis pas mal de temps, je m'excuse, mais c'est mon métier, donc il n'y a qu'à aller voir ce que j'ai écrit là-dessus, ce que j'appelais l'environnement cliquable, qui maintenant s'appelle d'un terme beaucoup plus sophistiqué, la réalité augmentée. Eh bien, avec l'extension des yeux devant soi, avec un smartphone, on prend ses yeux, on les met dans un iPhone, on regarde le monde, et si ce monde, puisqu'il sait où vous êtes par le GPS, la centrale à inertie et la boussole, c'est ce que vous regardez, ce que regarde votre smartphone, à ce moment-là, vous pouvez recevoir sur votre smartphone des petits écrans Internet sur lesquels vous pouvez cliquer, qui peuvent être du Facebook, des messages, du Google, du positionnement ou de la navigation. Donc la relation entre le monde réel et le monde virtuel va être une des applications les plus importantes des 20 prochaines années. Mais les plus importantes, et on ne le réalise pas encore. Et avec toutes les dérives que ça comporte. Toutes les dérives, la traçabilité, où sont les gens, qu'est-ce qu'ils ont acheté, à quel moment, combien ils ont payé, etc. Mais moi, je ne me vois pas marchant dans la rue avec un iPad entre mes mains, qui cache mon champ de vision, pour savoir si aller vers l'obélisque de la Concorde ou si je suis à la ville de Florence, un monument, et que le site web du monument me saute dessus. Un iPhone me suffit. Moins encombrant et plus pratique. Et puis, je ne sais pas, on verra bien. Il y a sûrement une destinée parce qu'ils vont s'adapter à la demande des gens. Je leur fais confiance. Ils sont très malins. Alors là, il est 19h15, nous allons terminer dans quelques minutes, donc on va activer sur quelques autres questions. Je vais répondre rapide. Alors, on va voir. Loulou, que pensez-vous d'une initiative comme le Sixth Sense? Le Sixth Sense? Oui, j'ai vu. L'interaction homme-machine est vraiment poussée au maximum. Voilà, en 2 mots, Sixth Sense, pour ceux qui ne savent pas, allez sur TEDx, Californie, tapez Patty Mays, M-A-E-S, Patty Mays, Sixth Sense, et vous allez voir qu'en mettant des dés à coudre de couleur, rouge, vert, jaune, bleu, des dés à coudre de couleur, en ayant un petit miroir ici, une webcam, un téléphone puissant dans sa poche, une liaison par Bluetooth, on peut faire des gestes. Par exemple, je fais ça, je dessine une montre sur mon poignet et je vois l'heure. C'est ça, Sixth Sense, c'est le 6e sens. On peut taguer toutes sortes d'objets par des gestes. On peut prendre une photo, on fait ça,
comment ils font comme ça, comme ça, voilà, là, comme ça, et là, clic, je prends une photo. C'est ça le sixième sens. Le dire, c'est le faire. Le dire, c'est le faire, avec des gestes, puisque le système sait où sont mes doigts. La webcam regarde les dés à coudre, donc il sait que si je fais ça, je prends un champ de vision dedans. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça, c'est la réalité augmentée et que de plus en plus, l'intelligence humaine et son cerveau va s'adjoindre des outils d'augmentation de cette intelligence, ou en tout cas de l'information, pour pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui. Et dans ce qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui, Alexandre, justement, maintenant on peut opérer un homme à distance. Jusqu'où irons-nous? Un robot chirurgien qui opère 24/24? Alors, il y a des robots chirurgiens déjà, mais il faut des lignes à très très haut débit pour être sûr qu'on est carrément en temps réel. Par ailleurs, il y a des robots qui font sans doute les choses mieux que les chirurgiens, ils le savent, et ce n'est pas du tout une critique sur les chirurgiens que je dis. Moi, j'ai des amis chirurgiens qui opèrent avec des microscopes dont leur geste est désamplifié, c'est-à-dire un geste normal est réduit à des toutes petites distances pour pouvoir cautériser des artères, et il y a des robots qui font ça super bien, donc je crois qu'il y aura une complémentarité, ce n'est pas ou des robots ou des chirurgiens, ce sera et dans certains cas. Mais Kafka, justement, qui nous dit que bientôt les ordinateurs ne nous contrôleront pas? Alors ça, c'est une vieille discussion, c'est un grand débat. Hans Moravec, Isaac Asimov ont tous parlé de ça. Il y a des gens qui ont peur que l'ordinateur devienne plus intelligent que nous et nous dépasse, d'autres pas du tout, en disant l'ordinateur fera des choses, il le fait déjà beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux que nous, sa forme d'intelligence nous est déjà utile, on est en symbiose, comme je dis moi dans mes bouquins, avec l'ordinateur. Si l'ordinateur arrive à faire des choses beaucoup plus vite, est-ce qu'il aura la notion de symbole, la notion abstraite de l'émotion? Si l'abstraction, la symbolique et l'émotion rentrent dans les ordinateurs, alors là, il se rapproche encore de nous. Est-ce qu'il sera un complice ou un parasite, un Big Brother ou un symbionte qui vit en symbiose avec nous? C'est tout le thème de mon prochain livre qui sort le 5 mai. Vous êtes moderne. C'est le thème de mon prochain livre qui sort le 5 mai, dans lequel je traite de tout ce sujet, d'un macro-organisme planétaire dont nous sommes les neurones. J'avais appelé ça le cerveau planétaire il y a quelques années, dans un livre en 96, je crois. Est-ce qu'il va prendre le dessus sur nous? C'est exactement votre question. Ou est-ce qu'au contraire, on aura suffisamment compris son avènement pour le contrôler de l'intérieur, en symbiose avec lui? Parce que lui, entre guillemets, lui, je ne sais pas qui c'est, aura besoin aussi de nous. Oui. Tout autre sujet, on est à la fin. L'Audry, quelle est votre plus grande réussite, entre parenthèses, à part le développement du surf sur la côte basque? Mes enfants. Enfin, bon, je sais parce que ma femme, mes enfants, ma famille. Mais à part le développement du surf, c'est ça. C'est surtout une famille qui s'aime, qui est unie et qui est créative. Et il continue. Qu'est-ce que la réussite selon vous? La réussite, c'est pas d'arriver quelque part. Parce qu'une fois qu'on est arrivé, on va où après? Donc, c'est pas une situation, la réussite. C'est pas une situation. Situation, c'est statique. La réussite, c'est la dynamique. C'est la tendance, la trajectoire, la route qu'on s'est choisie. Et si on reste dans sa route, qu'on assume ses choix, qu'on assume ses erreurs, on réussit. C'est comme le surf. Le surf, c'est le déterminisme et la liberté. Le déterminisme, parce que la vague est formée dans une tempête de l'Atlantique Nord, et elle arrive sur le riff qui est devant chez moi, je connais par cœur, je sais qu'elle va se former ici, je rame, je la prends. Mais sur cette vague, je suis libre. Libre. Elle est déterminée, mais moi je suis libre de me donner du plaisir, d'essayer d'éviter les gens, de ne pas tomber, de me faire plaisir. Donc c'est cette relation entre le déterminisme et la liberté qui vous dira si vous avez réussi ou pas, si vous avez construit quelque chose de votre vie, que vous avez laissé quelque chose aux autres. C'est ça pour moi la réussite, c'est de laisser quelque chose. Laisser une trace. Pas de tout prendre pour moi. Si, il y avait une petite question rigolote juste avant de terminer sur la cité, le mot de la fin. Jojo, bon alors, la fin du monde, le 12-12-2012, info ou intox? Intox, évidemment, complètement, mais c'est amusant d'avoir des intox comme ça, c'est comme le bug de l'an 2000. On aime bien avoir des échéances. Et d'ailleurs, si les politiques avaient un petit peu plus d'échéances précises pour nous dire à telle date il se passera ça, ça marche quand même un peu mieux. Donc les échéances, c'est important, à la fois pour être contre ou pour. Et donc nous allons finir sur la Cité de la Réussite. RR, que pensez-vous que la Cité de la Réussite apporte au monde? Et je poursuivrai peut-être juste un petit peu en disant finalement, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour leur donner envie d'aller à la Cité de la Réussite ce week-end? Alors ce que la Cité de la Réussite apporte au monde, c'est l'ouverture, la tolérance et le respect. C'est déjà beaucoup. L'ouverture, la tolérance et le respect, c'est-à-dire l'ouverture aux autres. Des scientifiques qui parlent à des philosophes à des hommes d'affaires à des économistes à des religieux. Tolérance parce que les gens s'écoutent. Et ça, c'est une des règles, une charte tacite, elle n'est pas écrite. C'est une charte tacite de la Cité de la Réussite, c'est s'écouter. Très important.
Et puis aussi, c'est d'essayer ensemble de faire quelque chose dans la mesure où il n'y a pas que des auditoriums où les gens parlent et d'autres écoutent, il y a aussi des tas de lieux de rencontres. Il y a des repas, il y a des dîners, il y a des cocktails, il y a des inaugurations. Et donc tout ceci fait que ça apporte quelque chose en complémentarité de l'école, de l'université, de la politique, de l'industrie, des associations, du mouvement associatif. Alors qu'est-ce que je dirais pour dire aux gens de venir? Que c'est passionnant, vous allez adorer, vous allez rencontrer des gens formidables que vous n'avez pas rencontrés dans votre vie souvent parce qu'on ne croise pas ce genre de personnes, et puis des gens très simples qui sont venus poser des bonnes questions, et quelquefois vous allez trouver des gens plus intéressants dans la salle que sur l'estrade. Le mot de la fin, je vous le laisse. Bravo. Le mot de la fin, c'est à Éloi d'abord, je le félicite. Moi, vous savez, il m'a organisé un petit déjeuner de blogueurs super. Hein? Non mais c'est vrai, qui était plein de bonnes questions. Là, grâce à lui, on a monté avec les Échos et Nicolas Bétou et mon ami Bourdoulon un petit débat avec vous. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vos questions étaient super bonnes, pas agressives, sympas, ouvertes. Et ça me marque. Alors ça, c'est peut-être mon mot de la fin. Ça me montre que le monde est en transition, d'une transition de valeurs, de compétition, de concurrence, de compétitivité, de c'est moi le plus intelligent, c'est moi qui ai gagné, c'est moi le plus fort, vers un monde de l'ouverture, de la solidarité, de la générosité et du partage. Et vos questions m'ont incité à partager avec vous et j'en suis très heureux. Merci. Merci beaucoup à vous, encore une fois, de votre disponibilité, d'avoir été présent, d'avoir été là mercredi avec des blogueurs, d'avoir été là ce soir et d'être là dimanche également à la Cité de la Réussite pour le débat, j'allais dire le débat phare, le débat tout réinventé ou pas. Voilà, donc finalement, c'est la conclusion de dimanche soir à 19h. Et j'en profite donc pour remercier nos partenaires, les Échos, Radio Classique, SFR Player. Et ce chat était diffusé donc en direct sur tous ces sites et sur Facebook également, dans le groupe de la Cité de la Réussite et le groupe de SFR Player. Je vous donne rendez-vous tout ce week-end sur le groupe de la Cité de la Réussite, sur le groupe de SFR Player, sur le site des Échos également. Nous allons tweeter les conférences un maximum, nous allons poser vos questions au plus possible d'intervenants et vous aurez toutes les réponses sur Twitter et sur Facebook. À bientôt, merci.